Alors, point numéro 4. Ces sous-domaines de recherche que je viens de baliser rapidement s'inscrivent tous ensemble dans un programme de recherche sur les mobilités et les migrations. Ce qu'on appelle programme de recherche, c'est une expression que l'on doit en fait à un épistémologue qui s'appelle Thomas Kuhn, mais je ne vais pas du tout rentrer dans ce débat. Ce qu'on appelle un programme de recherche, c'est en fait un ensemble de travaux qui explorent des choses très très différentes les unes des autres, des travaux qui sont inscrits dans des disciplines très différentes les unes des autres. Dans notre cas, sociologie des mobilités et des migrations, on trouve des travaux qui viennent de l'histoire, de la sociologie, de la géographie, des sciences politiques, de l'économie, de la psychologie, de l'anthropologie, de l'ensemble des sciences humaines et sociales. Donc des objets différents, des approches différentes, des disciplines différentes. Donc a priori, quelque chose de tout à fait éclaté, mais l'idée de programme permet d'insister sur le fait que cette diversité, en fait, elle essaye de répondre aux mêmes questions fondamentales. D'un côté, beaucoup de diversité d'approches, et de l'autre, un certain nombre de mêmes interrogations fondamentales, un certain nombre de mêmes hypothèses fondamentales. C'est ça, un programme de recherche. Beaucoup de diversité qui se résume quand même sur un certain nombre de propositions très importantes qui sont les mêmes pour tout le monde. Vous voyez, l'idée de programme, c'est ça. Je vais bien évidemment vous donner quelques-uns de ces éléments fondamentaux partagés par tout le monde et qui composent donc le programme de la sociologie des mobilités et des migrations. Mais je veux, avant de venir à cette suite de questions, insister presque sur la même chose que j'ai évoquée au point numéro 3. À savoir, point numéro 3, je disais, si on choisit de s'intéresser surtout à la sociologie des migrations, il faut aujourd'hui en même temps être curieux de ce qui se produit dans la sociologie virtuelle, des mobilités virtuelles, des mobilités résidentielles, des mobilités quotidiennes. D'accord ? Il faut être à la fois un spécialiste de son domaine, on est obligé de l'être, parce que les travaux sont trop nombreux aujourd'hui pour qu'on puisse tout savoir sur tout, ce n'est plus possible, la sociologie est trop spécialisée. Et quand on revient à cette idée de programme, eh bien c'est à peu près la même chose. Il faut être, pour nous, un bon sociologue et être d'abord un sociologue et connaître le mieux possible les approches, les théories, les objets de la sociologie des mobilités et des migrations, mais en même temps, c'est vraiment très important, il ne faut pas être cloisonné, prisonnier de notre discipline. Il faut s'intéresser en même temps à la géographie, à l'économie de la mobilité, à l'anthropologie des mobilités, à l'histoire, bien évidemment. Pour ma part, je lis énormément de travaux d'histoire des mobilités, à la géographie. Donc, à nouveau, être à la fois un bon spécialiste de la sociologie et en même temps avoir une bonne curiosité de ce qui se fait dans les autres disciplines. Et j'y reviendrai par la suite. Mais une bonne partie des livres que vous trouverez dans la bibliographie proviennent de disciplines autres que la sociologie. Il y a dans la bibliographie plusieurs livres d'histoire de la mobilité, de nombreux livres qui sont mis au point par des géographes qui s'intéressent à cette question, etc., etc. C'est ce qui est difficile, d'une manière générale, à l'université,
c'est de comprendre que la sociologie, pour ce qui nous concerne, est une discipline autonome, cloisonnée, coupée des autres disciplines, uniquement sur les bancs des amphithéâtres. Dès qu'on fait de la recherche, dès qu'on mène des enquêtes, des travaux de terrain, dès qu'on fait de l'analyse bibliographique, eh bien, on est obligé de devenir pluridisciplinaire, transdisciplinaire, multidisciplinaire, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, il est très important de sortir des strictes limitations disciplinaires. Voilà pour le point numéro 4, l'idée d'un programme de recherche des sociologies, des mobilités et des migrations, quelque chose de cohérent, fortement cohérent, à partir de quelques principes de mise en cohérence. Je vais en aborder 3. Et donc, vous l'avez bien compris, ce sont 3 principes qui valent pour les recherches en sociologie, mais aussi en histoire, mais aussi en sciences politiques, mais aussi dans l'ensemble des autres disciplines de sciences humaines et sociales. Premier principe fondamental, ce que l'on appelle le mobility turn. Le mobility turn, pour le dire en français, le tournant mobilitaire ou le tournant des mobilités. Le mobility turn, en anglais, c'est une expression que l'on doit à un géographe américain qui s'appelait Wilbur, son prénom Zielinski, Wilbur Zielinski, et qui en 1973 publie un article dans lequel il énonce pour la première fois cette idée de mobility turn. Je vais vous dire bien sûr ce que c'est. Et puis cette idée, elle va être reprise et systématisée par John Urry, que j'évoquais précédemment, ce sociologue anglais qui va consacrer une grande partie de son travail à l'université de Lancaster, dans le nord-ouest de l'Angleterre, à la sociologie des mobilités, et il va donner toute son ampleur, son amplitude à cette idée de mobility turn. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'une manière très simple, depuis 1960-1970, les phasages historiques sont toujours difficiles, mais en tout cas, depuis la moitié du XXe siècle, la mise en mobilité du monde, la mise en mobilité des sociétés bouleverse profondément la totalité des fonctionnements individuels et collectifs. Le mobility turn, ou le tournant des mobilités, c'est l'idée selon laquelle la mobilité, à partir de 1970, devient un principe structurant, central, dans le fonctionnement de toutes les sociétés. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de cette hypothèse très large, très englobante, très audacieuse, j'allais dire très fragile, pas forcément parce que j'adhère beaucoup pour ma part à cette hypothèse, mais en tout cas, je ne vais pas pouvoir en faire la démonstration, simplement pointer quelques éléments. L'idée, c'est de dire que, avec la multiplication des modes de déplacement, avec l'apparition d'Internet, avec l'apparition du téléphone portable, du smartphone, avec la démocratisation de tous ces modes de délocalisation, la planète se rapetisse beaucoup, les frontières des États se fragilisent énormément et on trouve la mobilité au principe de nouveaux modes, là encore, de fonctionnement familiaux. La mobilité vient redéfinir très fortement le fonctionnement du monde du travail. La mobilité fait émerger des enjeux géopolitiques de toute première importance. La mobilité redéfinit fondamentalement les relations entre tous les États.
la mobilité redéfinit fondamentalement les fonctionnements économiques, bien évidemment, qui se déploient à l'échelle du monde. D'accord ? Alors c'est une idée intéressante parce qu'elle est en quelque sorte très extensive. Le mobility turn, on peut l'observer au niveau de la mondialisation dans sa totalité, donc une échelle très très macro. Et puis le tournant des mobilités, on va le trouver aussi par exemple dans le fonctionnement de cette université Rennes 2 dans laquelle je suis installé pour vous parler. D'accord ? Il n'y a pas si longtemps que ça, une université avait un recrutement local et que local, des personnels, des enseignants, des étudiants. Aujourd'hui, la mobilité, elle transforme complètement le fonctionnement de notre institution universitaire. Il y a des enseignants qui habitent très loin de Rennes, il y a des étudiants qui viennent de très loin de Rennes, il y a des étudiants qui partent très loin de l'université, par exemple, dans le cadre des programmes Erasmus, etc., etc. Donc la mobilité, elle redéfinit tout à fait, très très fortement, cette institution. Donc une idée qui est très extensive, en cela très intéressante. On appelle ça une hypothèse audacieuse. En épistémologie, on appelle ça comme ça, une hypothèse audacieuse, c'est-à-dire une hypothèse qui est un peu culottée, qui prend un risque théorique. Une hypothèse qui se met en danger parce qu'elle essaye d'embrasser très très largement le champ de problèmes qui l'intéresse. Donc une hypothèse audacieuse, c'est intéressante. C'est aussi bien sûr une hypothèse un peu fragile. Personne n'a fait la démonstration définitive que la mobilité est le grand principe structurant du fonctionnement de toutes nos sociétés. D'accord ? C'est très difficile de le faire. Et puis on trouve bien dans cette hypothèse du tournant mobilitaire aussi l'ambition de la sociologie. Alors là, c'est vraiment typiquement l'ambition de la sociologie. La sociologie, elle essaye toujours, en définitive, de trouver le grand principe qui chapeaute tous les autres, qui englobe tous les autres et qui permet de faire une analyse globale, totale, des fonctionnements sociaux. Alors quand je dis ça, vous comprenez peut-être ce que je suggère, c'est que le tournant des mobilités a une ambition vraiment très importante, puisqu'il s'agit en fait de proposer que le grand principe fondateur de nos sociétés à nous, ce n'est plus le travail, c'est la mobilité. Il y a un changement, on suggère un changement très important. Vous savez que la sociologie, elle s'est construite en fait sur les principes marxistes. Et les principes marxistes ont été bien établis depuis à peu près 1850, en France jusqu'en 1970 ou 1980, avec une idée fondamentale que vous partagez probablement, idée selon laquelle le grand élément qui structure la société, c'est le travail. C'est le travail. Ce sont les appartenances à telle ou telle, sont les positions dans la machine productive qui déterminent les identités individuelles. Ce sont les positions dans la machine productive qui déterminent les identités collectives. Ce sont toujours ces positions qui déterminent les grands conflits. Dans le marxisme, les conflits de classe, 20% de la société d'un côté, les possédants, 80% de la société de l'autre côté, les prolétaires. Voilà, donc une lecture de la société qui était adossée très fortement au marxisme classique et puis au marxisme dans ses différentes déclinaisons plus ou moins fortes, plus ou moins affirmées. Jennery et les autres, ils sont très culottés parce qu'en fait, ils disent avec le mobility turn, ils disent le travail n'est plus un principe très fondamental d'organisation des sociétés.
aujourd'hui, si on veut comprendre les identités individuelles, comment est-ce qu'elles se construisent? Comment se construisent les identités collectives? Sur quelle base se construisent les grands conflits sociaux? C'est du côté du monde de la mobilité qu'il faut chercher. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens-là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais quand je dis par exemple, les grands conflits sociaux aujourd'hui se construisent du côté de la mobilité, regardons l'Europe de 2020. Un des grands conflits que nous connaissons est celui de la migration nord-sud, des jeunes pauvres qui arrivent du sud et puis qui veulent arriver dans les pays vieux et riches qui sont les nôtres. On est bien dans la migration, on est bien dans les mondes de la mobilité. Donc ce grand conflit, un des grands conflits qui structure notre monde à nous, c'est bien dans le monde de la mobilité qu'on peut le comprendre, qu'on peut l'analyser. D'accord? Mais j'ai beaucoup insisté sur la sociologie, je le fais toujours parce que je suis sociologue quand même, mais cette hypothèse du mobility turn, elle est acceptée, elle est travaillée, elle est critiquée, en tout cas elle est centrale en géographie, en histoire, en économie, en anthropologie, etc., etc. Voilà, première hypothèse, l'hypothèse du tournant des mobilités. C'est une hypothèse qui vient donner son socle au programme de recherche de la sociologie des mobilités et des migrations. Deuxième grande hypothèse, partagée par tout le monde, deuxième grande hypothèse qui vient structurer le programme de la mobilité, eh bien, c'est en quelque sorte une hypothèse négative, c'est le refus des déterminismes techniques. Le refus des déterminismes techniques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que non, pas du tout, les sociétés mobiles ne se réduisent pas aux infrastructures du déplacement. Ça n'est pas l'avion, ni le train, ni la voiture, donc des infrastructures de transport, des infrastructures de mobilité. Ce ne sont pas ces outils techniques de la mobilité qui produisent notre société mobile. Ce ne sont pas ces infrastructures techniques de la mobilité qui ont engagé le tournant des mobilités. Le tournant des mobilités, je l'ai dit, il date de la moitié à peu près du XXe siècle, mais en fait, la mise en mobilité de nos sociétés occidentales est bien plus vieille, ancienne. Et là, je me tourne bien sûr vers des travaux d'histoire de la mobilité. Vous aurez dans la bibliographie, j'y reviendrai un petit peu plus tard, un très beau livre d'un historien qui est aujourd'hui au Collège de France, qui s'appelle Daniel Roche, qui a fait un passage ici à Rennes 2 et qui a fait un très beau livre dont le titre est « Humeur vagabonde ». Humeur vagabonde. Et il s'intéresse à la France des temps modernes, à la France du XVIIe siècle, et il montre que c'est à partir du XVIIe siècle que l'on observe une espèce de mise en mobilité généralisée de la population. Alors, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, ça n'est pas tout le monde. Évidemment, la France au XVIIe, c'est un pays paysan, et donc c'est majoritairement un pays de gens qui ne bougent pas beaucoup. Mais Roche nous montre que c'est au XVIIe que l'on commence de trouver des récits de voyage qui sont publiés, qui commencent d'être un petit peu accessibles, qui commencent d'être un petit peu diffusés dans la population, au moins celle qui sait lire. À partir de là, c'est au XVIIe que des images, des idées, des désirs apparaissent chez des personnes, en particulier, bien sûr, chez des jeunes gens qui commencent d'avoir des espèces d'idées de ce qui peut se passer ailleurs. Et puis on commence à voir la mise en branle de migrations
et notamment de migration vers les villes, qui sont en train de commencer de se transformer à ce moment, et des migrations qui se font à pied, évidemment, de gens qui ne viennent pas de très très loin, qui viennent de 2 jours, 3 jours, autour des villes naissantes, puis qui vont se rendre dans ces villes pour commencer d'y chercher du travail, sur les marchés du travail que les transformations urbaines font émerger. Bref, au XVIIe, pour Daniel Roche, on commence de sentir une sorte de mise en branle mobilitaire des populations. Or, au XVIIe, pas de téléphone, pas de voiture, pas d'avion, pas de train, rien du tout. Le tournant mobilitaire au XVIIe, il s'appuie en quelque sorte sur des représentations collectives, sur l'émergence de nouveaux possibles, sur l'apparition de nouvelles attentes chez les individus qui ont envie de s'extraire des communautés, qui ont envie de découvrir, qui ont envie d'accéder à des tout débuts, des toutes premières formes de salaire, qui veulent accéder à la ville, etc., etc. Et puis ce mouvement du XVIIe va s'amplifier beaucoup au XVIIIe, et il va s'amplifier définitivement, en quelque sorte, au XIXe, vers des villes qui, là, ça y est, existent bel et bien, dans les formes quasiment qu'on leur connaît aujourd'hui, avec des gros marchés du travail et des migrations piétonnes, pour l'essentiel, qui deviennent véritablement très très importantes. Les objets techniques n'apparaissent que beaucoup plus tard. Donc pas de déterminisme technique. Quand on veut comprendre le tournant mobilitaire, les pratiques de mobilité de tel groupe, de tel individu, il faut appréhender les choses très largement, en termes de culture, de représentation, en termes d'amélioration des conditions de vie économiques, etc., etc. Et la question véritablement technique, l'objet technique, est très, je ne vais pas dire secondaire, mais il n'est pas central. D'accord ? Alors, j'insiste là-dessus, hein, ça me paraît important de le dire, parce qu'on peut s'imaginer très volontiers, et on peut dire très facilement que ce qui éclaire notre société mobile, c'est l'avion et le train. Non, non, pas du tout. C'est beaucoup d'autres choses. Je l'ai dit ce matin, c'est la télévision. La télévision est un outil de mobilité extraordinaire. Le téléphone portable aujourd'hui est un outil de mobilité extraordinaire. Les guides de voyage, les guides du routard, sont des outils de mobilité extraordinaires. Il n'y a pas grand-chose de technique dans un guide du routard. Mais si on enlève le guide du routard, si on enlève le Lonely Planet, si on enlève les sites de voyage de ce type-là, on réduit probablement la capacité mobilitaire de tout un ensemble de populations. Deuxième grande idée, donc, le refus du déterminisme technique. Nous travaillons dans les sciences humaines et sociales, donc construisons des problèmes sur des éléments culturels, sociaux, économiques, politiques, et pas simplement techniques. Donc, mon 4e point, c'était le programme. 5e point, parce que je veux respecter mes 10 points, 5e point de cette première partie, c'est le mobility turn. 6e point de cette première partie, le refus d'un déterminisme technique. 7e point, il est très très important, hein, ils le sont tous de mon point de vue. Le 7e point est très important, il renvoie en fait à un problème d'épistémologie. Quel est-il, ce problème ? Eh bien, c'est l'idée que pour analyser les nouvelles sociétés dans lesquelles nous vivons, qui sont des sociétés mobiles, des sociétés façonnées par le tournant mobilitaire, pour analyser ces sociétés mobiles, il faut transformer en profondeur la sociologie elle-même. Il faut redéfinir la sociologie elle-même. Pour le dire autrement, à rebours, mais c'est la même chose, si on reste prisonnier des cadres de pensée
de la sociologie classique, on ne peut pas appréhender convenablement les sociétés mobiles dans lesquelles nous vivons. Cette idée, elle est au cœur des travaux de tous les grands noms, de tous les grands fondateurs de ce programme de recherche. John Urry y consacre des pages très nombreuses. Ulrich Beck, sur le cosmopolitisme, y consacre lui aussi beaucoup d'attention. Saskia Sassen et Zygmunt Bauman, dont nous parlerons plus particulièrement en troisième partie, eux aussi produisent énormément d'arguments dans le sens d'une nécessaire refondation de la sociologie pour appréhender le monde mobile. Alors vous allez me dire pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? J'espère que je vais réussir à vous le faire passer de manière aussi évidente que c'est évident pour moi maintenant. Quand on fait de la sociologie classique, on fait de la sociologie à la Émile Durkheim en France ou à la Max Weber en Allemagne. Émile Durkheim, il est né en 1858, il est décédé en 1917. Max Weber de mémoire est né en 1864, il est décédé en 1920. Donc vous voyez, on a là des sociologues fondateurs qui ont commencé de travailler sur la fin du 19e et sur le début du 20e siècle. Quelles étaient l'époque? C'était l'époque, en Europe en particulier, de consolidation fondamentale de ce qu'étaient nos États-nations. Ça s'est fait dans la douleur, en particulier entre la France et l'Allemagne, puisque je parle de ces deux, Durkheim et Weber, de guerre pour des frontières. La frontière qui balisait la France, ce qu'était la France, l'État français, le territoire français d'un côté, le territoire allemand, l'État allemand de l'autre côté. Et puis c'est toute une période pendant laquelle les gouvernements et les intellectuels, Émile Durkheim en France, ont construit l'idée selon laquelle la société française, c'était quelque chose de tout à fait particulier, de complètement différent de la société allemande et de tout à fait différent de la société britannique. Il y avait la société française, il y avait une nation française avec ses grands symboles, la prise de la Bastille, Jeanne d'Arc, les Gaulois, puis je ne sais pas trop quoi. Voilà, les grands symboles, la nation française, le territoire français, l'État français, les Français. C'est une époque au cours de laquelle on a essayé de gommer tous les particularismes régionaux. Les Basques, taisez-vous, les Bretons, taisez-vous, les Alsaciens, taisez-vous. Il n'existe que des Français, une nation une et indivisible dans ses frontières. Vous voyez ce que je veux dire? Émile Durkheim, il a largement contribué à ce travail, avec Blasch, par exemple. Comment il s'appelle, Blasch? Ça va me revenir, c'est pas grave. Le géographe, Blasch. L'idée qu'en quelque sorte, on pouvait superposer, emboîter, comme des poupées russes, le territoire national, avec les frontières et les douaniers aux frontières, et les drapeaux français aux frontières, donc le territoire national, la société française, avec sa culture particulière, avec sa cuisine particulière, avec la nation française, avec son histoire particulière, et un État français, avec des politiques françaises, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Cette période de fondation de la sociologie, elle s'est constituée, la sociologie, à un moment où on donnait énormément d'importance à ces réalités nationales et en fait, pour le dire plus brutalement, cette période où on donnait une importance déterminante dans l'analyse du social, en fait, aux frontières. Le social n'est pas le même à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. D'accord? Durkheim, Weber, de l'autre côté, mais il n'y a pas que, bien sûr,
on peut remonter, en fait, dans ses fondamentaux, à Pierre Bourdieu, c'est-à-dire à la sociologie des années 60 et 70. La sociologie française de Pierre Bourdieu est une sociologie qui est nationale, qui s'intéresse exclusivement, ou presque exclusivement, dans ses grands livres fondateurs, à ce qui se passe au sein de la société française. Et quand Pierre Bourdieu construit sa théorie des capitaux, produit ses analyses des modes de hiérarchie sociale, eh bien, sans le dire, mais